Bonjour à toutes et à tous, épisode numéro 9, la team Rousset. Eh bien c'est parti, on a plein de choses à dire et à débriefer sur ces 10 jours qui se sont passés depuis notre dernier numéro. Bien pour cette émission, pour cet épisode numéro 9, Émeric. Salut Émeric. Salut Jérôme. Et salut Laurent. T'as bien noté, t'as tout noté. Bah, tu as dit bonjour, mais on l'a pas encore annoncé. Allez, oui, Laurent Rousset. Bah oui, il était encore dans la l'anticipation. Il était dans le noir, mais il arrive à la lumière. Salut Laurent. Salut à tous les deux. Bon, Émeric, t'as bien révisé, t'as tout noté. Je regarde. T'as fait tes synthèses. Tout ce qui se passe, voilà, plusieurs fois même. Tout va bien. T'as fait les replays, t'écoutes les commentaires, t'écoutes et la puis si tu dis pas la même chose que moi, je change d'avis, donc voilà, comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon Laurent, avant de te retrouver, Émeric va nous faire le sommaire. Oui, on va partir en Coupe d'Europe. On en a parlé la dernière fois de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est une superbe idée ou est-ce que c'est une usine à gaz? On va avoir quelques matchs pour débriefer. On fera un zoom d'ailleurs sur le nouveau venu, sur les Brestois. 100% de victoire en Ligue des Champions pour le Stade Brestois pour l'instant. La Ligue 1, ce sera pour la transition avec deux clubs qui ont déçu leurs supporters, la Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Pas pour les mêmes raisons, on va revenir là-dessus. La future grève des joueurs, ça nous pend au nez avec de plus en plus de blessures et des joueurs qui n'en peuvent plus des cadences infernales, et ça se voit d'ailleurs sur le terrain. Mais avant de commencer, il y aura bien sûr l'anecdote de Laurent. Ouais, et puis on parlera également de Michel Platini. Tu nous en parleras également. Tu parleras un petit peu de ton passé avec Michel Platini. Bien allez, avant de parler de la nouvelle formule de Ligue des Champions, on va bien retrouver Laurent dans quelques instants pour son anecdote. Laurent, l'anecdote, elle va avoir un lien avec ce qui s'est passé le week-end dernier en Ligue 1. Bon, on a tous un petit peu notre cœur vert, donc on a eu notre cœur un petit peu saigné. C'était samedi, vendredi, on est perdu vendredi soir avec ce 8-0, et on avait envie de savoir, est-ce que toi, on va basculer sur ton côté entraîneur, puisque pour ceux et celles qui ne savent pas, tu as entraîné en Suisse et à Sion, et je crois que ton anecdote, elle se rapproche des 8 buts. Elle se rapproche totalement. Alors, il faut dire, quand j'ai quitté la France, je suis allé entraîner. Alors, c'était mon premier passage en Suisse en tant qu'entraîneur. C'était en 2001. Et je vais à Sion, club qui est moribond, club qui en fait est la propriété de Gilbert Kadji, qui était mon président de Rouen quand j'entraînais Rouen. Et en fait, il me sollicite pour aller entraîner le FC Sion, donc en première division suisse. Mais le club, gros problème financier, gros problème administratif, gros problème d'intégration parce que Gilbert Kadji est africain. Mais bon, j'ai envie de dire, voilà, on prépare la saison, tant bien que mal, et le premier match nous fait affronter le FC Bâle, qui en fait est le champion sortant. Et là, avec, je vais pas dire une équipe de bras cassés, parce que, je veux dire, la préparation s'est bien passée, mais avec des joueurs d'aucun renom, je dirais, des joueurs qui ont même jamais joué à ce niveau de compétition pour la plupart, va faire que, à l'arrivée, on gagne ce match 8-1. Contre le champion sortant. 8 buts. 8 buts avec des buts de défenseurs, des buts d'attaquants, des buts de remplaçants. Enfin, je dirais toute la panoplie d'une équipe qui maîtrise son sujet, qui est à l'aise, qui a créé une cohésion, qui a créé, et le lendemain, ça avait fait les gros titres parce que le FC Bâle en prendre 8, je pense que ça n'est jamais arrivé dans leur existence de club. Ils en ont pris 8 contre le FC Sion, qui était moribond et que l'on donnait relégable à la fin de saison automatiquement. Et donc voilà, ça reste une péripétie. Quand j'ai vu le match de Saint-Etienne avec 8 buts, j'ai dit c'est quand même rare 8 buts, mais force est de constater, je ne les ai pas pris. J'ai plutôt eu cette chance, je dirais, de participer à une victoire avec 8 buts. C'est vrai que c'est particulier. Coup de projecteur pour toi en plus qui arrive dans le championnat. J'étais le sorcier. Je dirais, ils comprenaient pas comment, parce que d'abord j'étais inconnu. C'était la première fois où j'entraînais en première division dans un championnat européen. Voilà, je dirais, mon passé de joueur c'était une chose, mais mon passé d'entraîneur était, je dirais, au tout début. Donc là, c'est vrai qu'ils se sont demandé qui était Laurent Rousset. Oui.
quand on gagne un match 8-0, voilà, comment on le ressent? Parce qu'une victoire à la dernière minute dans un match serré, bah forcément on est l'adrénaline, etc. Quand il y a 8-0, il y a pas un moment où on se dit c'est fini, enfin le match n'a plus d'intérêt. Si tu veux, tu le vis, c'est un moment de sérénité totale. Parce que tu as l'impression que tout ce qui arrive naturellement, en fait. Que c'est écrit, si tu veux. Donc, 1, 2, 3, une volée, et puis, tout rentre. et puis, oui, tout rentre, et puis tu sens l'adversaire qui renonce, en fait. Oui. L'adversaire est là et se dit, mais, ben surtout en plus là, le FC Bâle, quoi. Je veux dire, ils se sont dit, mais ils ont pris, j'ai envie de te dire, ils ont pris une porte, ils ont pris un 38 tonnes en pleine figure, quoi. Donc, si tu veux, ils sont KO debout, et toi, c'est peut-être, c'est rare en football. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le déroulement, tu t'assois sur ton banc, et puis tu es serein. Enfin, je veux dire, comment l'expliquer? Le spectateur de ton équipe. Tu es le spectateur, voilà, très bien dit. Tu es le spectateur de ton équipe, tu sais qu'il va rien t'arriver et que tout va se dérouler c'est quand même stressant d'être sur un banc. Et ben là, ce stress, tu l'as plus. Ouais. J'ai envie de dire, pendant 30 minutes, j'ai pu m'asseoir, regarder mon équipe, prendre du plaisir, sans stress. Et ça, c'est une chose rare, hein, quand tu es entraîneur. Vous étiez donc premier du championnat, là. Ligue des champions. Bah, à ce moment-là, on était premier du championnat. Mais je dirais, si je veux aller plus loin, les 4 premiers matchs, on les a gagnés. Ah oui. Donc, si tu veux, les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ce FC Sion? Qui c'est Laurent Rousset, quoi, à ce moment-là? Ouais, ça t'a fait un bon coup de pub et ça t'a ça m'a fait un bon coup de pub, tout à fait. Et la notoriété, puisqu'après, il y a eu on y reviendra dans les futurs numéros, il y a quand même eu plusieurs passages et passages intéressants, et notamment le retour à Sion avec la Coupe de Suisse gagnée, la Coupe d'Europe. Et là aussi, on pourra parler des péripéties européennes. Européennes, c'est vrai, oui, tout à fait. Du FC Sion. Du FC Sion avec malheureusement, ça a été stoppé. Mais ça sera dans le futur épisode. Bon, ben voilà, merci pour cette anecdote, Laurent. On fait partir le jingle et on va parler de la toute nouvelle formule de la Ligue des Champions. Bon, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, on en avait parlé à l'occasion du numéro 8, on était impatients. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on va tomber dans quelques travers de calcul dès la 3e journée? On pense plus au match de championnat qui va suivre dans les championnats nationaux. On se livre à fond, on a de belles affiches. Oui, effectivement, ce qu'on avait dit sur cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est que avec ces 8 matchs, il y a un intérêt, il y a un vrai objectif à essayer de les gagner tous les 8 jusqu'au dernier. Donc forcément, il y a des suspens à toutes les journées, dans toutes les rencontres. On a des matchs entre des grosses équipes, on a des matchs entre des petites équipes, on a des matchs complètement déséquilibrés. On l'a vu avec le Bayern de Munich. Il y a de tout. Est-ce que ça en fait une compétition exceptionnelle? Je sais pas. Quel est ton avis, toi, Laurent? Je vais pas porter d'avis, hein, je vous l'avais dit lors de notre dernière émission. Je vais attendre la fin. J'ai envie de dire que pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des petits clubs qui peuvent rencontrer de grands clubs. Donc, je dirais pour l'attrait médiatique, pour l'attrait des sponsors, pour l'attrait du public, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que cette formule, comme tu dis, il faut gagner le maximum parce qu'il faut quand même être dans les 8 premiers. Puis après, j'ai cru comprendre qu'il y avait un classement qui faisait que tes oppositions étaient par rapport au classement. Après, je perçois déjà ce que peuvent penser quelques commentaires que j'ai pu lire. C'est vrai que si les décisions se font dans les 3-4 premiers matchs, que va-t-il se passer pour les derniers matchs? Est-ce qu'on va rentrer dans une gestion d'effectifs? C'est fort possible. Est-ce que une fois que le classement des 8 premiers sera assis, est-ce que ce sera suffisant et pour eux ce sera suffisant? C'est possible aussi. C'est vrai que quand on participe à toutes les compétitions, ça fait beaucoup de matchs. C'est vrai qu'on s'aperçoit, puisque c'est quand même un sujet que l'on va évoquer, qu'il y a beaucoup de blessés. Aujourd'hui, je suis pas en capacité de dire si c'est une bonne ou mauvaise formule. J'ai envie de dire, je prends les matchs comme ils sont. On a vu de beaux matchs. On en a vu de plus, comment dirais-je, plus problématiques. Effectivement, quand on voit le Bayern Munich qui met 9 buts.
C'est vrai que mais bon, ça aurait été un match de poule, c'était pareil. Je veux dire, les deux équipes se seraient trouvées dans la même poule, ils en auraient pris 9 pareil, de la même manière. Alors oui, sauf que est-ce que le Dynamo Zagreb aurait été qualifié pour les poules, puisqu'il y a des équipes en plus. Donc voilà. C'est l'avantage de cette formule. Plus faible. Voilà. C'est l'avantage de cette formule aussi, c'est de retrouver des équipes qu'on n'avait pas avant, par rapport au classement, par rapport. Ça, c'est bien. Et qui donne à ces clubs-là effectivement une visibilité et un peu d'argent et un peu d'argent. Voilà, effectivement. Il y a des grands noms du football qu'on avait un petit peu perdu de vue en Ligue des Champions qu'on retrouve, et c'est vrai que quand on voit ces affiches, quand on lit et qu'on voit cela à la télé, on pense au Celtic. Bon, ils étaient pas le PSV Eindhoven aussi, qui n'était pas qualifié toutes les saisons en Ligue des Champions. Ça fait partie des clubs historiques, donc ça fait plaisir de les retrouver. C'est vrai que ceux qui ont regardé Manchester City, Inter de Milan, on se disait est-ce qu'ils avaient la tête plus au derby milanais d'un côté, et puis le gros match, je crois que c'était Arsenal pour Manchester City. Est-ce que dans la même semaine on peut jouer deux chocs incroyables, en sachant que en Ligue des Champions il faut à tout prix gagner et marquer des points, parce qu'on peut vite se laisser distancer. Ça va pas être si facile que ça d'être dans les premières places. Je sais pas, c'est l'intérêt, parce que le match nul de Manchester City et d'Inter de Milan, c'est 2 points en moins pour ces deux équipes. Voilà. Alors après, est-ce qu'on peut gérer? Je dirais la question elle est là. Est-ce que ces clubs-là peuvent gérer dès la première journée de cette compétition? Je le pense pas. Encore que quand tu évoques le match City l'Inter de Milan, je pense que dans la tête de chacun, l'idée c'était de pas perdre, sachant qu'après ils allaient avoir l'opportunité, je dirais peut-être de gagner les 7 prochains, si tu veux. Je dirais dans cette confrontation-là, peut-être qu'il y a eu une réflexion entre le match suivant de championnat et se dire bon, l'essentiel est de pas perdre pour pas que on prenne du retard sur notre opposant. Mais bon, je l'imagine, j'imagine pas qu'il y ait une réflexion, si tu veux, sur la Champions League. Qu'il y ait de la réflexion sur le championnat, peut-être. Sur la Champions League, notamment en ce début de compétition, ça m'étonnerait vraiment. Mais bon. Est-ce que ça va pas désavantager les clubs anglais, par exemple, qui ont un gros championnat? Je veux dire, des matchs de Ligue des Champions, ils en jouent pratiquement tous les week-ends en championnat. Bon, à part quand ils jouent des petites équipes, mais est-ce que ça va pas les désavantager, parce qu'en championnat, ils vont peut-être pas forcément pouvoir faire tourner? Je sais pas. Si tu veux, on revient, c'est une nouvelle compétition. Je pense qu'aujourd'hui, on apprend tout. Ouais, voilà, on va découvrir. Ouais, je veux dire, on va apprendre, on va surtout découvrir. Et je pense qu'on pourra faire un bilan, effectivement, notamment après cette première phase. On va voir qui sera dans les 8, on va voir qui sera dans les 16, on va voir ceux qui sont éliminés. Donc à partir de là, je pense sincèrement que c'est simplement à ce moment-là qu'on pourra faire une étude, si tu veux, sur cette compétition-là. On a un classement, Émeric? Est-ce que tu as un classement sous les yeux? Oui, on a déjà le classement. Il y a une première journée qui a été effectuée. C'est le Bayern Munich forcément qui est en tête, puisqu'ils ont mis 9-2 au Dynamo Zagreb. On retrouve le Celtic Glasgow qui a fait une belle victoire 5-1, je crois, en deuxième place. Le Bayer Leverkusen qui gagne 4-0 et puis qui a perdu 2 matchs depuis 10 ans, donc bravo. Aston Villa, le Borussia Dortmund, ce Sparta Prague, Liverpool et la Juve. Et pour les 8 premiers, le Real Madrid n'est même pas dans les 8 premiers pour l'instant, malgré sa victoire 3-1. Et puis en bas, forcément, le Dynamo Zagreb, les adversaires de ces équipes, Feyenoord, Slovan Bratislava, Young Boys de Berne, Salzbourg, le Club Bruges, voilà, et Lille qui est juste au-dessus de cette zone des 8 derniers. On a vu des logiques respectées. La seule surprise qu'on a eue, c'est le Sparta Prague qui a battu le Red Bull Salzbourg. Si tant est que ce soit une vraie surprise, mais pas partout ailleurs. Et Brest, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que c'est une surprise, Laurent? C'est une surprise, Laurent, Brest qui gagne? C'est une surprise. C'est une bonne surprise. Je sais pas si c'est une bonne surprise. Je veux dire, ça va dans la continuité de leur saison. Ils ont fait une très belle saison. Ils sont pas là par hasard. Donc j'ai envie de dire que se retrouver en Champions League, bien sûr on avait beaucoup de doutes, de par déjà être obligé de changer de terrain. De pas avoir de recrutement. Donc oui, beaucoup de doutes. Après, ils affrontaient pas non plus un cadre de la Champions League. Donc effectivement. Oui, mais bon, c'est une première.
Oui, c'est une première, mais c'est pas leur stade, c'est une première. Oui, mais il y a une motivation, si tu veux, pour les joueurs qui. Oui. Rappelle-toi, j'ai toujours souvenir de beaucoup de joueurs qui ont toujours dit la musique de la Champions League quand on est sur le terrain, c'est une motivation, c'est quelque chose dans la vie d'un joueur que tu as envie d'entendre au moins une fois. J'ai envie de le dire, les Brestois, pour la plupart, c'était la première fois qu'ils entendaient cette musique, et je pense que ça te transcende, je pense que ça te permet de te sublimer, et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, contre un adversaire, effectivement, qui n'était pas de premier ordre, mais malgré tout, ça reste une première victoire dans cette compétition-là. N'oublions pas, c'est ce que j'ai vu, c'est que la victoire rapporte aussi pas mal d'argent. En plus, ils ont pris un peu de sous, là. Ouais, et pour un club comme Brest, ce n'est pas, je dirais, négligeable. Qu'est-ce que tu aimes dans cette équipe de Brest? J'aime d'abord leur entraîneur. Je pense que je connais un petit peu, mais je veux dire, il a eu des difficultés, et puis là, il a trouvé un climat, je dirais, serein propice pour donner tout ce qu'il est capable de donner. Et je pense que les joueurs ont bien suivi. Et puis j'aime surtout cette équipe. Tu as l'impression qu'elle est là pour jouer. Je dirais, il n'y a pas de calcul. Un petit peu à l'image de toute sa saison dernière. Je dirais, il n'y a pas de. Et tu le sens dans leur jeu. C'est-à-dire que ils ont des automatismes, ils ont une philosophie de jeu. Eh ben, ils vont au bout avec cette philosophie-là. Et bien souvent, c'est un jeu qui est plaisant à regarder, qui est dynamique, qui va de l'avant. Il y a beaucoup de tentatives, il y a beaucoup de prises de risques. Et je pense que, ne serait-ce que pour ça, c'est agréable de les voir. On n'a pas les montants je crois qu'il y a aussi il y a pas mal, il y a un peu d'argent quand tu marques des buts. La victoire, je crois que c'est plus de 2 millions. Ouais, je crois que je vais pas te dire une bêtise, mais je crois que ils ont pris un peu plus de 2 millions avec les buts. Un match gagné 2 millions, c'est bien pour le budget de Brest. Ça fait du bien, oui. Ça aide. À Brest, Brest qui a perdu quelques joueurs, mais Brest qui avait surtout mal démarré le championnat, c'est ça qui était le plus marquant. Ils se sont réveillés. Oui, mais Émeric, tu sais, quand tu as fait la saison qu'ils ont fait, oui, il y a un petit peu de décompression. J'imagine les joueurs, si tu veux, pendant leurs vacances, pendant ce moment où il y a eu la coupure, de décompresser, de savourer, de prendre du plaisir. Et peut-être que ce plaisir-là est allé un peu plus loin que ce que demande, je dirais, la vie d'un sportif de haut niveau. Tu l'as connu, Laurent? Tu l'as connu, ça? Oui, tout à fait. C'est pour ça. Quand Saint-Etienne se qualifie en Coupe d'Europe. Oui. Le championnat était difficile. Les matchs de Coupe d'Europe. En tout cas, la reprise est difficile, si tu veux, parce que dans ta préparation, il y a peut-être un peu moins d'investissement, et puis tu te dis, on a été capable de faire ça, donc à tout moment on va le refaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui montre. Je dirais, ils ont été en difficulté sur les 2-3 premiers matchs, et puis là, ils ont repris, je dirais, un rythme où ils gagnent en Champions League, où ils gagnent 2 fois en championnat, où ils mettent 4 buts contre Saint-Etienne. Donc, je pense que ça y est, ils ont retrouvé, je dirais, leur élan de la saison passée. Maintenant, il va falloir qu'ils le maintiennent, parce que c'est ce qu'on disait, c'est une accumulation de matchs supplémentaires pour des joueurs qui, jusqu'à présent, n'étaient ni internationaux pour la plupart, ni en Coupe d'Europe. Donc, je dirais, là, ça fait beaucoup de matchs en plus pour une saison. Bon. Ce que tu dis sur la reprise qui est difficile, c'est surtout le cas quand on est un peu surprise, quand on est une équipe surprise, quand on est le PSG tous les ans, on est attendu au tournant, on doit se préparer pour gagner, c'est la norme. Quand on est Brest, et moi j'ai deux souvenirs, c'est Auxerre à la fin des années 90, c'est Nantes au tout début des années 2000, titre de champion, et puis l'année suivante ils sont aux portes de la relégation. Donc c'est voilà, avec les mêmes joueurs malgré tout, plus ou moins, mais forcément il y a plus la même motivation, il y a plus ce qui les a tenus. Les Brestois, on l'a vu, ils étaient imbattables la saison dernière parce qu'ils étaient c'était des morts de faim, ils étaient comme on dit, à 150%, ce qui, normalement, humainement, est pas possible. Alors, le Brest a gagné. Paris, tout le monde en a parlé, donc on va passer au-dessus, même si le match était pas terrible. Ouais. Ils ont largement dominé, mais ils marquent un but sur une erreur, une arconada, comme on dit. L'arconada au même endroit que l'arconada au Parc des Princes. Jérôme, juste parce que j'ai vu quelques commentaires sur ce match-là, qui a donné quand même à de vifs débats. Notamment avec Nasri, je vais un peu abonder dans son sens. C'est qu'aujourd'hui, quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu vois la manière dont s'est déroulé le match,
c'est vrai que tu peux avoir de gros doutes sur la possibilité du Paris Saint-Germain d'aller jouer, je dirais, le titre dans cette compétition-là. Donc, c'est vrai que on nous a dit que les stars étaient parties, qu'on avait un meilleur collectif, qu'on aurait beaucoup de choses, un supplément d'âme, qu'on aurait une cohésion. Et c'est vrai que fort est de constater que sur ce match-là, quand même, ça n'a pas été très évident. Monaco, c'est beau. Ah, Monaco, oui. Ouais, c'est logique quand on voit le début de saison des deux équipes aussi et les erreurs de Ter Stegen, mais Monaco a gagné. Oui, c'est pas un exploit immense puisqu'ils avaient la possibilité de le faire. Oui, le match nul, mais ça fait plaisir. Ah oui, Marseille en pleine bourre en plus. Le Barça en pleine bourre. Bon, il y a quand même un fait de match qui arrange bien les Monégasques. L'expulsion au bout de 3 minutes. C'est vrai que c'est une expulsion qu'on peut expliquer, qui peut être vérifiée. Après, je pense que là, les joueurs de Barcelone et notamment le gardien de Barcelone a une grosse part de responsabilité qu'il a assumé d'ailleurs, j'ai vu par la suite. Mais bon, ça met quand même en difficulté le FC Barcelone. Nouvelle tendance parce que j'avais ces dernières années perdu un petit peu le regard sur cette équipe-là. Et là, c'est vrai, c'est quand même une équipe qui est attrayante et qui fait plaisir avoir joué quand même. Ça fait 2 saisons de suite qu'ils prennent un carton rouge contre des équipes françaises. Contre le PSG l'année dernière, c'était pareil. Barcola était passé devant le Barcelonais qui avait... Tout à fait, c'est vrai. Donc c'est, l'arbitrage des équipes françaises, surtout contre le FC Barcelone qui, on le dit, est souvent avantagé. Là, il a été logique, il a été respecté, implacable et au final, c'est les équipes françaises qui ont gagné. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et dans cette nouvelle formule, 3 points, c'est bon. Hein. 3 points, ça veut dire que l'adversaire, s'il fait 3 nuls, il te passe pas devant, quoi. C'est ça. Donc, on en revient à la formule pour dire si c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est ce que dit Aymeric, il faut gagner. Ouais. Il faut gagner. Voilà. C'est comme dans n'importe quel championnat, le match nul qui te rapporte un point ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose, tout à fait. Si ce n'est à ne pas laisser avancer l'adversaire. Voilà, complètement. Oui, complètement. De pas te laisser distancer, pourrait-on dire. On a quelque chose à dire en plus. Lille, toi toujours un petit peu ton cœur lillois, Laurent, t'as regardé un peu Lille? Oui, mais j'ai pas regardé. Et puis je trouve surtout que sur cette saison, c'est pas, je les aimerais meilleurs. Ils étaient plaisants l'année dernière, ils sont plaisants depuis pas mal d'années. Et là, c'est quand même un peu plus difficile pour eux. Donc, on revient. Hein, si tu gagnes pas, il faut pas perdre. Là, je dirais, ils ont le Sporting Portugal qui est peut-être une équipe qui va être à leur niveau, au niveau classement. Et il leur prend 3 points. Donc il faut ramer maintenant pour aller chercher les 3 points. Hein. Bien sûr. Il va falloir ramer. Non, c'est le Real le prochain match. Donc en plus, donc oui, je dirais pour Lille, Lille est compliqué. À moins d'une surprise. Et Lille, effectivement, quand on voit l'effectif, tu le dis, c'est une équipe qui doit être dans le top 4 français, qui a fait une campagne européenne fabuleuse l'année dernière. Qu'est-ce qui leur manque cette année? Est-ce que c'est le changement d'entraîneur qui rebat les cartes, Le changement d'entraîneur peut être effectivement une des raisons. Je vois aussi que leur président est très critique vis-à-vis de son équipe, donc ça manque peut-être aussi un peu de sérénité. Voilà, je dirais que on en revient toujours. Quand tu as les résultats, c'est que tu y mets le nécessaire pour y parvenir. Et quand il n'y a pas les résultats, c'est qu'il y a quelques difficultés. Après, il faut arriver à les cerner, à les maîtriser et à essayer de changer la donne, si tu veux. Mais donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, il y a certainement dans le groupe lillois, à l'intérieur de l'effectif ou du club, certainement quelques incertitudes et quelques doutes qui fait qu'aujourd'hui, le Lille n'exprime pas, je dirais, le potentiel qui devrait être, je dirais, au niveau de cet effectif-là, oui. Bon. Suite au prochain épisode. Tout à fait. La Ligue des Champions. Allez, générique. Et on va parler de la Ligue 1. La Ligue 1.
Ah, la Ligue 1, la Ligue 1, c'est pas mal, mais c'est pas mal pour des clubs et c'est moins bien pour la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes, ça a un peu ramassé. On va attaquer par Saint-Étienne. Laurent, tout à l'heure en anecdote, on a évoqué les 8 buts que tu avais marqués avec Sion face à Bâle. Toi, le Stéphanois, toi l'ancien entraîneur, l'ancien grand joueur, j'imagine que là ça fait mal. Ben, je pense que ça fait mal. J'ai vu pas mal d'anciens qui effectivement exprimaient leur peine. Parce que c'est voir Saint-Étienne en prendre 8. Je sais pas si Aymeric peut remonter le temps et nous dire. J'ai la stat. C'est 1 fois 9-0 contre Bordeaux et c'est le deuxième plus. En quelle année? 40. Voilà. C'est 35 Bordeaux et 46 ou 47 le 8-0. Oui, ils avaient pris 8-0. Donc, oui, non, mais ça. En l'ère moderne, ça n'existe pas. Voilà, exactement. Et puis surtout. On a plutôt tendance, nous, à faire des gros scores qu'à les recevoir. Oui. Mais c'est surtout, pour avoir suivi le match, c'est la manière. C'est la manière qui... C'est effectivement ce que l'on a exprimé, Jérôme. C'est-à-dire qu'il y en a eu 1, il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y en a eu 4, il y en a eu 5, il y en a eu 6, quoi. 6 en une mi-temps, c'est lourd. Faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que les joueurs mettent le pied sur le ballon. Bah oui. Oui, ou qu'il y ait une réaction peut-être même d'agressivité, de combat, de contact, là on a senti peut-être un renoncement, je sais pas, il y en a qui parlent d'avoir lâché l'entraîneur, mais moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Tu es pris dans un tourbillon et c'est vrai que on revient à ce que l'on évoquait par rapport aux nouveaux repreneurs. D'aller se focaliser sur du trading, sur de jeunes joueurs avec potentiellement une plus-value à l'arrivée. Des data. Je pense que dans ce match-là, ça te sert à rien. Aujourd'hui, tu aurais eu besoin certainement de joueurs expérimentés, de joueurs chevronnés, de joueurs avec un charisme qui soient capables sur le terrain de dire, oh les gars, attention, on va être ridicule. Ouais. Top. Maintenant, s'il faut mettre des tampons, on va mettre des tampons. S'il faut faire que défendre, on va faire que défendre. Mais on va s'arrêter là. Je dirais, on va attendre la mi-temps. On en a pris 1, 2, 3. Ça va s'arrêter là, quoi. Or là, tu as vraiment senti qu'il y avait un renoncement, un abattement que personne n'a pris en charge et que personne n'a été capable, si tu veux, de freiner et d'arrêter. C'est ça qui est, pour nous, anciens Stéphanois, anciens qui avons connu cette maison-là victorieuse, les manquements ont été flagrants sur ce match-là. Et ce qui est fou, c'est que même des équipes de National 2, National 3 ou des amateurs en Coupe de France, c'est rare qu'ils en prennent 8 contre des pros. Donc c'est pas une question de niveau, c'est dans la tête que ça s'est passé. C'est ce que je te dis, c'est dans la tête, mais pour y remédier, pour à un moment donné dire stop, il te faut des gens qui ont cette capacité justement d'être dans le match, mais tout en ayant une prise de conscience que tu es dans le danger. Il y a un danger, mais vraiment difficile, si tu veux, qui peut mettre en difficulté le reste de ta saison, parce que sur un match comme ça peut tout compromettre. Ah oui. On est bien d'accord. Je dirais aujourd'hui, tu peux avoir la place de l'entraîneur qui est en difficulté, tu vas être envahi de doutes, tu vas être rempli d'incertitudes, et à partir de là, tu peux ta saison, elle peut basculer, je dirais, du mauvais côté. Tu penses que ce match-là peut dès maintenant Écoute, je pense que le match de Nantes va être révélateur. Soit il y a une prise de conscience et il y a à l'intérieur de l'équipe je vais pas dire des vrais hommes parce que c'est pas ça, mais des gens responsables et capables, je te dirais, d'être des leaders. Voilà, c'est ça. Sur ce match-là, tu as l'impression qu'il n'y a pas de leader. Donc là, le match de Nantes, ça va vraiment être l'élément. Est-ce que Olivier Dalloglio a trouvé les mots qu'il faut? Ouais. Et est-ce qu'à l'intérieur du groupe, il y a des leaders? Le match de Nantes va être une réponse. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour Saint-Étienne? Faut gagner ou même un match nul? Non, je pense qu'il faut gagner. Je veux dire, si on veut avoir cette réponse, est-ce que l'entraîneur a eu les mots qu'il faut et est-ce qu'il y a des leaders et est-ce que tout ça est en osmose et qu'aujourd'hui, le match de Nice n'est qu'une péripétie, qu'une parenthèse,
il faut gagner ce match-là. Ouais, parce qu'on dit souvent, il vaut mieux gagner, enfin, il vaut mieux perdre 8 fois 8-0 que 8 fois 1-0. J'ai fait ça tout le week-end. On peut faire les deux, hein. Ça, 1-0 contre Monaco, 2-0 contre Le Havre, 4-0 contre Brest, 8 contre Nice. Voilà, il y a un moment, faut que ça s'arrête. Mais surtout, enfin, on parle de l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il a pu leur dire à la mi-temps? Qu'est-ce qu'il a pu leur dire après le match? Qu'est-ce qu'un coach peut faire pour ça? Oui. Qu'est-ce que t'aurais dit, toi? Qu'est-ce que t'aurais dit, Laurent? Moi, ce que j'aurais dit, je pense qu'à 6 à la mi-temps, j'aurais avancé le fait que d'oublier cette mi-temps. On repart à 0-0 et sur cette mi-temps-là, la deuxième mi-temps, montrer ce que l'on est capable, qui l'on est, les valeurs que l'on peut défendre et je dirais la motivation qui peut être la nôtre. Tu vois, je dirais sur l'instant T, hein, c'est-à-dire sur le match. Mais non, sur ce match-là, une fois la défaite, de toute façon, c'est d'évacuer. Hein. Je veux dire, tu joues, l'important, c'est celui qui arrive. Hein. Mais il va être important, si tu veux, par rapport à la réaction que tu vas avoir. Donc aujourd'hui, tu as des joueurs, mais tu as aussi des hommes. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les hommes. Je veux dire, aujourd'hui, êtes-vous en capacité comment dirais-je, d'avoir la motivation nécessaire pour exprimer, je dirais, quelque chose qui est de l'ordre de l'accident. Oui. Ou alors, est-ce que vous avez rien dans le ventre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes que des gens qui allaient subir? Eh bien, le résultat de ce match-là va me démontrer, est-ce que vous êtes, je dirais, vaillant? Est-ce que vous êtes conquérant? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous avez la volonté? Ou alors, est-ce que vous êtes, je dirais, des gens faibles, des hommes faibles? Je pense que tout est là. Ouais, c'est la question. C'est ce que je me disais, moi, à la mi-temps. Je dis, est-ce que Dalloglio, il leur dit simplement qui c'est qui veut y retourner? Voilà, pour savoir qui c'est qui est motivé entre les gens qui sont sur le banc et ceux qui ont fait la première mi-temps. Ouais, parce que là, à ce moment-là, ça vaut pas le coup d'y retourner. Quand on déclare forfait. Forfait, c'était 3-0. Hein. Ouais, il y a peut-être une petite amende. Non, mais je pense que cette histoire de renoncement, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je crois qu'on va tous être à l'écoute de savoir si cette équipe a une âme ou pas. Voilà. Ouais. Et s'il y a une âme, forcément, c'est qu'il y a quelques leaders qui vont se définir, qui vont se manifester. Si tu n'as pas de leader, tu vas pas avoir d'âme. Je te dis, ça va être source de grosses inquiétudes. Est-ce qu'on dit que les joueurs n'avaient pas le niveau de Ligue 1 parce que personne n'avait joué en Ligue 1? C'est à eux de le prouver. Justement, c'est des jeunes joueurs qui peuvent élever leur niveau à ça. Après, on parle beaucoup de ce qui se passe dans la tête. C'est le deuxième match qu'on voulait débriefer ce soir. Il y a Lyon qui joue 3 jours après, qui perd alors que 3-2, mais à domicile, en ayant été à 11 contre 10 pendant 90 minutes, en ayant loupé un penalty. Est-ce que ça joue dans la tête des Stéphanois, le fait de voir le rival qui perd aussi un match que d'habitude il gagne? Non, parce qu'on parle plus d'eux là. On parle beaucoup moins d'eux. Oui, on parle moins de Saint-Etienne, on a parlé de Lyon, forcément. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Je pense que le problème stéphanois, c'est le problème stéphanois. Le problème lyonnais, c'en est un autre que tu évoques. C'est vrai que en étant en supériorité numérique pendant 85 minutes, en ayant ouvert le score et perdre le match, je reconnais que l'entraîneur doit pas être au mieux. Je pense que les dirigeants doivent pas être très satisfaits. Et je pense que le public, effectivement, a certainement une grosse déception. Mais c'est vrai que c'est totalement différent de la SS, mais c'est vrai que je dirais, ça doit faire mal à la tête aux Lyonnais, dans la mesure où ils ont un président qui a investi, où il a clairement exprimé qu'il voulait aller rivaliser avec le Paris Saint-Germain cette année. Leur botter les fesses, ouais. Et que là, tu te retrouves avec 5 matchs et 4 points. C'est-à-dire que tu as une moyenne de 0,08 par match. 0,8 comme Nice à SS, ouais. Donc je pense que un peu différemment, parce qu'on peut évoquer la malchance, le pénalty raté, mais malgré tout, quand tu es joueur, quand tu es dans une équipe et quand tu es dans un club, il en faudrait pas beaucoup pour que cette défaite-là
pareil, si tu enclenches pas sur une victoire le match prochain, eh ben ça va engendrer des doutes, ça va engendrer des comportements négatifs, ça va engendrer, je dirais, un manque de sérénité qui peut te faire, qui peut orienter ta saison du mauvais côté. Bah surtout qu'à Lyon, il y a un contexte aussi. On parle financier. Enfin, il y a Textor qui doit remettre 40 millions parce il manque d'argent. Il y a un plan de départ volontaire d'une centaine de personnes dans le club. Il y a beaucoup de signaux qui sont négatifs. Et puis il y a l'article de l'équipe aussi qui explique que toutes les dernières recrues se sentent pas bien dans la ville, sont pas bien intégrées. Si etc., tu veux tous, et Émeric, tout ça, je dirais, intégrer le résultat sportif. C'est-à-dire que pour l'instant, je te parle de résultats sportifs, de ce qui peut en devenir. Si il venait à y avoir un échec le prochain match, tout ce que tu viens de me dire va venir se greffer sur le résultat sportif. Et là, ça va commencer à être chaud. La saison avait mal démarré pour Lyon l'année dernière aussi. L'année dernière, ils étaient pas bien en début de saison. On s'en rappelle que d'un coup, ils avaient redémarré. Mais oui, mais n'oublie pas, Jérôme, c'est que jusqu'à la trêve, c'est resté dans l'état. Ah oui, bien sûr. Il y a eu, je dirais, un déclic. C'est la période du mercato, c'est de nouveaux arrivants, c'est un nouvel entraîneur qui a fait un déclic. Mais là, aujourd'hui, ce déclic-là, tu peux plus avoir un déclic extérieur par un apport extérieur. Le déclic, sauf s'ils réitèrent leur fonctionnement au mercato. Changement ils peuvent pas sortir 150 millions là. Ils l'ont fait cet été. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils l'ont fait cet été. Ouais. Et en plus, il y a deux choses. Il y a le faux transfert de Nouama du côté de Fulham. On a expliqué qu'on l'a poussé dehors, qu'il en avait les larmes aux yeux, etc. Est-ce que c'est un joueur qui revient sur le terrain avec la même motivation, avec la même envie de gagner qu'avant de partir, je sais pas comment ça a pu le marquer. Et puis il y a ce fameux reportage de l'équipe là qui est passé lundi soir, où les non-lyonnais, enfin les joueurs extérieurs qui se sont battus, et c'est eux qui ont insufflé ce déclic dont tu parles, Laurent. Ils se sont sentis complètement exclus du reportage. Oui, c'est ce fameux déclic. Je sais pas quel levier il va falloir activer pour l'enclencher. Et je voudrais dire juste un élément qui me paraît important. Et que Lyon ne possède plus, c'est la personnalité d'Aulas. Ah oui. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, par le passé, Aulas, par son charisme, par son expérience, par le pouvoir qu'il avait, je dirais, sur le club, avait certainement cette capacité, si tu veux, à essayer de refédérer un groupe. Je ne sais pas, je ne le connais pas, donc je pourrais pas porter de jugement, mais je suis pas persuadé que Textor aujourd'hui ait la capacité à pouvoir exprimer et à pouvoir amener ceci, si tu veux. Donc voilà, j'ai mis encore, je dirais, un doute supplémentaire par rapport à la présence d'Aulas qui n'est plus là pour l'Olympique Lyonnais. Aulas qui prenait toujours sur lui pour attirer l'attention à lui, pour enlever la pression à ses... Ouais, alors que Textor, il a plutôt tendance à mettre la pression à son coach, à ses joueurs. Effectivement, c'est pas la comme le président Rocher, enfin voilà, des grands présidents, on en a eu, comme j'imagine Claude Bèze à l'époque à Bordeaux. Bernard ça fait partie des tapis, on disait, voilà, c'est... Bon, on a fait un petit peu le point sur la Ligue 1. On reviendra un petit point, on va dire un peu plus général lors de notre prochain épisode. Passionnant, oui. Ça va être passionnant. On avait envie de faire un petit focus là sur les deux clubs rhône-alpins. Auvergne-Rhône-Alpin maintenant. Attention, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Allez, on va parler dans quelques instants de la grève des joueurs. La grève des joueurs, on va se faire quoi, 2-3 minutes puisqu'on avance quand même pas mal dans le temps. Grève des joueurs. On va essayer d'expliquer le contexte. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on voit de plus en plus de matchs, nouvelle formule de Ligue des Champions, le championnat du monde des clubs qui va arriver en fin d'année, et les joueurs qui commencent à s'en plaindre. Celui qui a été le plus virulent, on va dire, c'est Rodri, joueur de Manchester City, et quelques semaines après, il se blesse très très gravement. Là, on a appris aujourd'hui, le jour où on enregistre, la blessure de Kylian Mbappé pour 3 semaines, blessure musculaire. Ça s'enchaîne, et puis surtout, on l'avait dit cet été, on a vu un Euro avec un niveau de jeu qui était bien moins bon que les années précédentes, puisqu'on avait l'impression que les joueurs étaient au bout du rouleau. Voilà, donc plus de matchs, c'est plus d'argent, donc les joueurs sont mieux payés, mais le spectacle est moins bon.
Voilà, vers où on va, les joueurs en peuvent plus. Est-ce qu'ils vont vraiment se mettre en grève? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les téléspectateurs aussi vont se détourner du foot ou pas? Voilà, ça c'est des questions dont on aura la réponse, je pense, rapidement quand même. Je pense aujourd'hui, la seule question qu'il faut avoir en tête et la seule affirmation que l'on peut avoir, c'est que les joueurs, ce ne sont pas des machines. Voilà. Une fois que les instances auront compris ça, à partir de là, il y aurait une réflexion sur ce qui est utile et c'est ce qui est bien pour les joueurs. Parce que vous ne pouvez pas faire une saison, 2 saisons, 3 saisons pour les internationaux, pour les gros clubs. J'ai envie de dire, si vous voulez de la qualité, allez, entre 50 et 55 matchs, ça devrait être le maximum. Aujourd'hui, ils sont à 60, ils sont à 65, 70. Et quand on rajoute, c'est ce que tu es, Aymeric, des compétitions aujourd'hui. Alors, c'est bien beau le fric, c'est bien beau, je dirais, d'avoir des matchs tous les jours de la semaine, mais ce que tu dis, c'est que même moi, ancien joueur, ancien entraîneur, passionné par le football, c'est ma vie, j'arrive à saturation. J'arrive à saturation. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait avoir une réflexion sur le devenir du football et sur effectivement que doit-on rechercher? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est le spectacle? Ou est-ce que c'est le business? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question. Ça va permettre de faire un peu la transition avec notre dernier thème, puisque qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche. Alors évidemment, on a des grands joueurs qui réfléchissent. On a Arsène Wenger qui essaie de sortir quelques nouvelles règles, puisqu'il est il travaille notamment. Oui. Il travaille avec la FIFA, et Michel Platini, que tu connais bien, Laurent, lui, il propose de jouer à 10. Alors, pourquoi il propose bien cette idée? Aymeric, tu l'as très bien dit, hein. Vas-y, je te laisse on a effectivement le jouer à 10, ça a été expérimenté en championnat de France de Ligue 1 dimanche dernier, mais uniquement pour l'Olympique de Marseille, voilà. Mais pourquoi jouer à 10? Michel Platini l'a expliqué. Les joueurs de l'époque où on a conçu le foot sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. C'est plus les mêmes athlètes. Ça court plus vite, ça va plus loin. Et à 11 contre 11 sur le terrain, dans les années 30, il y avait 15 buts par match. Aujourd'hui, on a beaucoup de 0-0. On a des joueurs qui sont peut-être pas des machines, mais en tout cas des vrais athlètes de haut niveau. Et si on avait un de moins, ça libérerait les espaces pour avoir plus de spectacles, logiquement. T'en penses quoi, Laurent? Écoute, je vais faire le parallèle avec le rugby, Jérôme. Le rugby à 7. On en parlait dans notre... On en a parlé, mais on a tous pris notre pied. Oui, enfin là, tu passes de 7 à 15. Hein, oui, non, mais je veux dire, ce qui veut dire quand même que sur des espaces qui n'ont pas changé, le fait d'être en moindre nombre, ça permet d'avoir des espaces et ça permet, je dirais, d'avoir du jeu offensif qui donne du peps et qui donne, je dirais, pour le spectateur quelque chose de vivant. Parallèlement à ça, j'ai regardé ce week-end, parce que j'aime le foot anglais, le match City-Arsenal. Force est de constater que ça a été une purge. On est bien d'accord. Et pourtant, on vante le championnat anglais. Non, mais là, c'était une purge. Parce que c'était un match de handball. Parce que c'était... Donc, je reviens à cette notion-là de se dire, le même match, s'ils sont à 10 contre 10... Il y a plus d'espace. Il y a un peu plus d'espace. Et est-ce que ça aurait été une purge? Tu vois, c'est ce que j'essaie d'analyser par rapport à ce que pense Michel. Et je me dis, c'est peut-être un angle de réflexion. Entre ce que je vois au rugby, le match que je vois dimanche de City Arsenal, et entre les deux, c'est de me dire, est-ce qu'en 10 contre 10, sur un terrain qui n'a pas changé, qui fait la même surface, donc effectivement, plus d'espace, est-ce que c'est pas la solution? Est-ce que tu as des souvenirs de jouer à 10 contre 10? Il faudrait qu'on ressorte pour le numéro 10, il faudrait qu'on ressorte des stats, voir si des matchs à 10 contre 10, s'il y a eu plus de buts ou pas, parce que c'est vrai que on parle de 10 contre 10, c'est déjà arrivé plein de fois. Je connais pas la stat, mais je pense qu'il y a plus de buts, parce que généralement, le 10 contre 10, tu peux l'avoir quand il y a 2 expulsions en cours de match. C'est souvent en fin de match. Donc avec de la fatigue,
Donc, en plus de l'espace, il y a de la fatigue. Ouais. Donc, forcément, s'offrent des solutions qui arrivent, en fait. Tu vois? Donc, moi, je pense que c'est pas dénué de tout fondement. Ça serait peut-être À tester. intéressant à tester, à voir. Mais je pense que ça pourrait, pourquoi pas, amener plus de peps, un peu comme le rugby à 7. Plus de peps, plus de dynamisme, Alors, ça demanderait effectivement, j'ai envie de dire, sur la préparation athlétique, les joueurs, c'est déjà des robots. Il va falloir un de moins, c'est-à-dire il va falloir vraiment 10 joueurs qui soient avec une VMA top niveau. Ah oui. C'est-à-dire peut-être que tu vas sélectionner tes joueurs aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les joueurs qui n'auront pas la mécanique pour jouer à 10, peut-être ce seront de bons techniciens, mais s'ils n'ont pas le moteur, on va les mettre peut-être de côté. Je veux dire, c'est toute une appréhension, c'est toute une réflexion que cela va apporter. Ouais. Tu vois? Mais pourquoi ne pas y réfléchir? Il y a autre chose aussi qui a changé dans le foot de maintenant, mais même par rapport à celui d'il y a 10 ans, c'est qu'il y a quelques années, on avait 5 remplaçants en Ligue 1 sur le banc, il y en a 3 qui avaient le droit d'entrer. Aujourd'hui, il y en a 7, 8 maintenant, et on en fait rentrer 5. Donc on change la moitié de l'équipe. Ça a été une bonne chose, Émeric. Ah bah ça a été une bonne chose pour la santé des joueurs. Moi, pour avoir été entraîneur, c'est une bonne chose d'avoir le choix sur 8 d'en pouvoir en faire rentrer 5. Oui, mais t'as moins de joueurs fatigués et t'as peut-être tout à fait. Ça limite les fatigues pour marquer les buts. Oui, tu as une moitié d'équipe que tu changes, qui effectivement, autant à un moment donné, par le passé, notamment quand j'étais joueur, tu savais qu'à la fin, suivant ton jeu, l'équipe adverse pouvait être fatiguée. Donc là, aujourd'hui, effectivement, tu changes la moitié de l'équipe, donc il y a moins de chances que cette équipe soit fatiguée. Donc effectivement, tu rééquilibres, je dirais, la valeur physique de ton équipe. Ouais, donc ça peut être un angle d'attaque. On peut faire 10 joueurs et peut-être avoir encore plus de remplacements pour les préserver. Voilà. 10 joueurs, pas de grève. Mais la grève, je pense que c'est une possibilité. Hein. Surtout aujourd'hui, comme tu dis, Rodri et Mbappé, c'est quand même 2 monstres du football mondial qui sont touchés. Bien sûr. Je pense qu'il en faudrait encore 2 ou 3 sur les semaines qui arrivent pour qu'il y ait une réelle interrogation. Là, je pense qu'aujourd'hui, les instances du football n'y pensent pas. Non, mais bon, de toute façon, comme tu le dis, les gens sont un petit peu blasés. De toute façon, s'il y a moins d'audience et que ça fait moins d'argent, il y a un moment où ils vont être obligés de se booster un petit peu. Et puis malheureusement, Michel Platini n'a pas été président de la FIFA, donc ça n'avancera pas aussi vite qu'on le voudrait. Et puis surtout, c'était un défenseur du football et des footballeurs. Vous vous rappelez qu'il était contre la VAR ou le VAR, je ne sais pas, le VAR ou la VAR. Mais il est peut-être pas tort. C'est un autre débat. Il est peut-être pas tort. Non, c'est pas. Alors, on va pas faire le débat maintenant. Mais pas refaire le débat. Le problème n'est peut-être pas l'outil, mais la manière dont c'est utilisé. L'interprétation des images. L'interprétation. Quand on voit, l'Espagne qui a fait une main dans la surface contre l'Allemagne pendant l'Euro. Tout le monde l'a vu, voilà, Cucurella, je sais pas comment on prononce son nom, s'est fait siffler jusqu'à la fin de la compétition à cause de ça. Alors il fait une main. Bon, bah, ok, mais si l'arbitre siffle pas, c'est pas sa faute à lui. Voilà. Et c'est 3 mois après que la FIFA dit, ah oui, on a fait, que l'UEFA dit, on a fait une erreur. Non, nous, on l'a vu en 1 seconde. C'est ça qui est problématique. C'est que 3 mois après, on te dise, ah, effectivement, il y a on en revient à ta proposition, Laurent, c'était de mettre. Mais moi, je te l'ai dit. Des anciens entraîneurs. Et je le réaffirme. D'anciens joueurs, d'anciens entraîneurs qui soient à la VAR. Parce que tu ressens les choses différemment de quelqu'un qui n'a pas joué ou qui n'a pas entraîné. Mais tu vas les perturber, et tu vas pas aller dans leur sens, donc c'est pas la peine. Disons qu'on ouvre le football aux footballeurs. Voilà. Mais j'ai bien compris depuis longtemps que c'était pas la volonté des dirigeants. Complètement. Voilà comment se termine ce numéro 9. Avant de terminer, j'avais envie que tu nous parles de Didier Roustan. Laurent, tu l'as connu puisqu'il était c'est ma génération, Saint-Étienne, ouais. C'est ma génération, c'était je pense que tout sur lui a été dit par tous ceux qui sont intervenus. Toi, tu as une anecdote avec lui, il venait souvent à Saint-Étienne. Alors non, franchement, parce que c'est très loin. Oui, et puis c'est très loin, si tu veux. Mais c'est vrai qu'il était régulièrement là. C'était vrai qu'il aimait bien la Saint-Étienne, il aimait bien le club. Bon,
On l'aidait bien parce qu'on était quand même le club phare à l'époque. Donc, Bien si sûr. tu veux, ça lui permettait d'avoir des arguments, de quoi faire, du contenu. Mais c'était vraiment quelqu'un qui avait une vision. C'est quelqu'un qui était en dehors comment dirais-je, qui était en dehors du cadre. Oui, oui, c'était un peu, oui, là, c'est ça. C'était un électron libre en tant que journaliste et reporter. Et c'était ça, je dirais, le grand pouvoir de Didier. Ouais. C'était de faire ce qu'il avait envie de faire. Que ce soit dans ses reportages, dans ses analyses, il a toujours été comme ça. Il était libre. Et il a eu la chance d'évoluer dans des clubs où il avait, à l'époque, il pouvait tourner, vous parler, rentrer dans les nous, à notre époque, oui, voilà. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il reconnaît certainement, il ne reconnaissait plus le football tel qu'il l'avait vécu. Mais il le disait souvent. Son arrivée en hélicoptère à Monaco, à la Turbie, là, c'était fabuleux. Ouais. C'était fabuleux. C'était les vrais moments où on se sentait impliqué dans le foot, ouais. C'était des vrais reportages avec des vraies idées et des scénarios incroyables. Voilà, donc on avait envie d'avoir une petite pensée pour Didier Roustan. Bon, merci beaucoup de cet épisode numéro 9. Bon, c'était un petit peu plus long que prévu, mais il y avait plein de choses à dire. Merci à tous les deux. Laurent, bon visionnage, bonne préparation pour l'épisode numéro 10. On va regarder un petit peu les résultats et puis on va voir ce qui se passe. Merci de suivre, merci de continuer à partager. Vous le savez, cette émission, bien, vous l'écoutez en podcast sur la chaîne Légende du Sport ou directement sur YouTube. Et on se donne rendez-vous pour le numéro 10. Bye bye.